Alors, comme toujours, c'était le CSM, j'ai été sollicitée. Je ne me serais pas venue à l'idée de demander, donc c'est de 2015 à 2019, les mandats sont de 4 ans. Je me dis pourquoi pas. J'étais pas spécialement intéressée au sens où je savais quand même ce que c'était, c'est-à-dire euh, nous sommes des auxiliaires de la direction des services judiciaires. Voilà. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Alors, on fait des recrutements, on auditionne, on se promène dans les juridictions. Bon, c'est toujours très intéressant parce que moi j'avais par ailleurs une connaissance enfin, de l'activité, donc du coup ça me permettait d'aller. Mais on a refait le recueil des obligations déontologiques, j'ai fait partie de ce groupe de travail. Non, c'était très bien avec les collègues, ça se passait très bien. On avait des rapports très très. Enfin, de groupe, finalement ça marchait bien. Mais on n'a aucune incidence sur la machine. Aucune. Parce que les postes, ils sont avec une circulaire de localisation des emplois, sauf ceux de la Cour de cassation, hein, pour lesquels il n'y a pas de limite de poste. Donc voilà, on disait, il y a un poste là, on affecte. La direction du service judiciaire faisait les propositions, sauf pour les présidences, auquel cas c'est nous qui faisions les choix. Bon, ben, on disait oui ou non, et on distribuait les dossiers, voilà. Euh, je n'ai rien appris en ce sens que j'en savais déjà beaucoup sur le fonctionnement des tribunaux et sur les tribunaux en général, sur les affaires qu'ils traitaient. En revanche, je posais beaucoup de questions, comme ça, justement. Tiens, en fait, quel type d'affaires vous traitez par la nomenclature, voilà, parce que vous savez un peu de. Mais on n'a pas d'influence. Alors, si, il y a la partie disciplinaire, ça oui, qui est intéressante. On est organe disciplinaire, donc là, oui, ça m'est arrivé de faire, effectivement, d'être rapporteur. Mais c'était enfin, des rapports très, très intéressants, puisque ce qui est bien, c'est qu'il y a des magistrats, c'est qu'il y a des universitaires, c'est qu'il y a un peu de tout. Mais honnêtement, on n'a aucune prise sur la régulation même. C'est ça qui est le plus dramatique. On parlait tout à l'heure vous évoquiez tout à l'heure la question de la gestion. La gestion, on l'observe, mais on n'a pas d'incidence. On ne peut pas créer des postes qu'on ne nous demande pas d'affecter. Même sur les propositions, c'est oui ou c'est non, mais voilà, pour le parquet, c'est pareil, on propose un non, on dit oui, on dit non, on auditionne. Oui, on peut peut-être éviter des difficultés particulières, mais non, enfin, je trouve que c'est une expérience personnelle intéressante, mais institutionnellement, on n'est vraiment pas à la manœuvre, en fait. On suit. Le rôle du DSJ, enfin, du directeur de service judiciaire, est essentiel, vraiment. C'est lui qui pilote, c'est lui qui est là, qui présente. On lui demandait d'être plus précis sur les propositions qu'il faisait, sur des commentaires, sur quand on avait des listes de noms qui apparaissaient. Bon, voilà, c'est oui, c'est non. Tous les sortants d'école qu'il faut affecter, enfin, c'est à peu près ça. Hein. Pendant 4 ans, à part ce on pris un peu l'âge, enfin, en Nouvelle-Calédonie, c'était très intéressant avec les systèmes coutumiers et tout ça. Mais c'est pas. Voilà. Curieusement, finalement, c'est un peu comme pour le CNRS. C'est-à-dire que vous entrez dans un état du monde, vous ne pouvez pas le changer. Mais en prendre connaissance et prendre la mesure de ce qu'on peut faire à l'intérieur, des limites de ce qu'on peut faire. Par exemple, sur le premier rapport du CSM, la première année, j'avais insisté pour qu'il y ait des données d'évolution sur le nombre de postes, les affectations, etc. Donc qu'on ait un peu des données quantitatives. Donc là, j'ai proposé ça pour enrichir un peu le rapport annuel. Mais sinon, l'institution fonctionne toute seule, en fait. Et pour le CNRS, c'est un peu pareil. Hein. Quand on vous donne CNRS 2 postes et que vous avez 300 candidats, ça va, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas lancer des machines avec des mouvements quand vous n'avez rien entre les mains à attribuer. Donc, toute proportion gardée, parce que ce n'est pas le même cadre. Oui. Mais c'était intéressant. Je l'ai dit, moi, j'ai été sollicitée. Hein, je n'ai rien demandé à personne. C'était
c'était le SM d'ailleurs, pour ne pas le nommer, qui m'avait suggéré est-ce que j'accepterais d'être présenté. Je dis oui, pourquoi pas, c'est une expérience comme une autre. De toute manière, les décisions disciplinaires, elles sont publiées, hein, donc vous pouvez les consulter, vous voyez combien d'affaires on traite, voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et c'est bon, plus moi j'ai été plus intéressée par la co-rédaction du recueil des obligations déontologiques qu'on a mis à jour, parce que ça, c'est des choses qui restent. Dans la mesure où, dans les éléments disciplinaires, il y a effectivement cette question des obligations qui évoluent, notamment avec toutes les réseaux sociaux, justement les groupes de discussion, tout ça. Après, tout ça, on le trouve dans les rapports annuels, mais assez curieusement, c'est pas. Alors c'est vrai que j'avais une familiarité avec l'action des tribunaux. Moi, c'est ça aussi qui fait que peut-être que j'ai moins appris que d'autres là-dessus. Est-ce que j'avais été amenée aussi à traiter des questions, à travailler dans les tribunaux, à aller dans les greffes. Enfin, j'avais une approche plus empirique justement. Donc, curieusement, c'était pas le plus passionnant en fait. Alors, l'histoire du retour, c'est un retour à la Cour de cassation. Quand on a mis en place la nomenclature des affaires, c'était les juridictions du fond, hein, premier degré et appel. Et puis, on avait posé la question d'étudier la mise en place d'une nomenclature à la Cour de cassation. Donc, c'était dans les projets. Et j'avais eu d'ailleurs une mission qui m'avait été donnée d'aller plus spécifiquement, donc ça c'était en 89, plus spécifiquement travailler pour l'implantation d'une nomenclature à la Cour de cassation en 89. Et on commence les approches. C'était avec Marie-Claire Rivier, d'ailleurs, qui m'avait là-dessus formé un binôme très efficace. On a fait des observations, on a mis en place une étude, on a fait un rapport. J'ai fait un rapport pour l'implantation à la Cour de cassation. Et à ce moment-là, il y avait, oui, c'est intéressant, mais on est en train d'informatiser. Alors, l'informatique, ça tient lieu d'IA aujourd'hui. Hein. Là où on dit IA, avant on disait informatique. Oui, mais on tenterait d'avoir une informatique, parce qu'on avait fait des travaux déjà à la Cour de cassation, on avait travaillé sur l'exercice des voies de recours en matière prud'homale. On était allé jusqu'à la Cour de cassation et on avait travaillé sur leur base, qui avait à l'époque un énorme terminal à Versailles, hein, c'était vraiment des grosses machines, et on avait travaillé déjà de manière très anticipée mais c'était 85-86. Hein. Donc voilà, donc l'affaire ne se fait pas, en fait. Non, on s'informatise et puis on oublie l'histoire. Et arrive 2019, et là, au service de documentation et d'études de la Cour de cassation, il y a un magistrat qu'on connaissait de la chancellerie, parce qu'il avait été en poste à la chancellerie, il avait travaillé sur les nomenclatures, tout ça, Jean-Michel Sommer, pour ne pas le nommer, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique et qui a dit il faut arriver à faire quelque chose à la Cour de cassation, parce que quand même, on a des tables, mais on n'a pas de nomenclature. Donc, on n'a pas à l'entrée un enregistrement qui nous permet de savoir ce qui arrive. Et là, on est en statistique, on est en série d'entrées, on n'est pas dans les décisions. On est dans l'entrée. De quoi la Cour de cassation est-elle saisie? Alors, il y avait une table, donc on accepte, avec Brigitte Munoz, qui était la statisticienne avec qui j'ai beaucoup travaillé à la chancellerie, on accepte une mission et on fait une première étude. Tout ça, vous le trouvez sur le site du ministère de la Justice, hein, pour une statistique qualitative à la Cour de cassation. On examine l'état des moyens de collecte d'informations sur la Cour de cassation. Donc, on fait le point. Et là, on voit des tables qui partent dans tous les sens, mais avec lesquelles on ne peut pas bien faire de statistiques. Des enregistrements. Donc, à l'issue de cette première étude, au bout d'un an, on remet le rapport, et dedans, on disait une des solutions, c'est de faire une statistique. Une nomenclature des affaires orientées, c'est-à-dire prendre hors pénal, hein, hors chambre criminelle, qui d'ailleurs reste à faire aussi. C'est un petit passage, parce que pour l'instant, ils n'ont pas. Et deuxième année de travail, cette fois pour la mise en place d'une NAO, et je constitue un groupe de travail, donc deuxième mission. Et là, je constitue un groupe de travail où il y avait des conseillers, il y avait le siège et le parquet,
Et il y avait les avocats au conseil aussi qu'on avait invités à participer. Et on est parti de la structure de la nomenclature des affaires, l'ANAC, de cette structure, et on a fait des projections compte tenu des affaires traitées. Et on a travaillé un an de manière extraordinaire d'ailleurs, parce que c'était passionnant. On avait des séances où on travaillait sur les questions juridiques et en même temps posait la question des compétences des chambres, des attributions des chambres. Parce que par moments, ça flottait. Notamment, qu'est-ce qu'on fait avec le DIP? Est-ce que le DIP, on le met dans une chambre ou est-ce que chacun a le sien? Enfin, et donc, ce travail d'un an fait que suivi, chaque fois on faisait des analyses de ce qui était proposé, on débattait en séance plénière, on fixait et on avançait comme ça. Et on a effectivement finalisé une nomenclature qui s'appelle la NAO, nomenclature des affaires orientées, qui est implantée à l'entrée maintenant de la Cour de cassation et dans laquelle on code la nature des affaires. On se retrouve avec classé codé. Hein. Donc depuis, ça va faire 2 ans que ça fonctionne. On l'avait testé auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est de dire maintenant, on peut avoir des informations sur les questions, les matières principales traitées avant qu'un arrêt soit rendu, et si tant est qu'un arrêt soit rendu, puisqu'on a les rejets non spécialement motivés, on a plein de choses qui font que les arrêts, on ne les a pas, il n'y a rien dedans, sans compter les désistements, sans compter les affaires, etc. Donc ce dont sont saisies les chambres, dans cette nomenclature-là, c'est exactement la même idée que l'ANAC, en fait. Hein. C'est la NAO, mais c'est la même idée à l'entrée de quoi, à titre principal, est saisie, de quelle question principale ici. Alors, on a des modifications de précision, ce qu'on ne pouvait pas prendre l'ANAC tel que, mais sa structure, l'idée est la même. Hein, ce dont on est saisi principalement, les moyens principaux dont sont saisis les chambres. Et là, on attend un peu les premiers résultats d'exploitation, hein, puisqu'on commence à avoir du recul. Et là, c'est des données qui vont être diffusées. Bon, c'est le SDER qui en est chargé davantage, mais ça va faire des statistiques, notamment dans les chiffres clés, etc., qui sont moins rudimentaires qu'elles n'étaient jusque-là. C'est-à-dire, personne n'est capable de dire, même en termes de nombre d'affaires, combien d'affaires concernant, par exemple, on a des détails sur la chambre sociale, qui semble, avec la deuxième civile, qui sont les chambres les plus occupées. Le détail des questions, combien de questions de discrimination sont posées à l'entrée? Parce qu'on ne sait pas. Et même avec les décisions aujourd'hui, si on voulait faire une statistique, on ne peut pas faire une statistique avec les décisions. Et qu'il y a deux, et là c'est un point très important, ne pas confondre des données chiffrées qui sont issues de systèmes, on attend de tel poste, de la nomenclature, avec je fais une recherche sur les décisions et je trouve tant de décisions qui contiennent le mot. Les deux, c'est deux choses différentes. Il faut les deux. À nouveau, il y a aussi une statistique de la Cour de cassation. Et ce qui était extraordinaire, ce que je disais aux collègues à qui nous avait confié ça, j'avais dit, écoutez, il était temps parce qu'il a fallu 33 ans pour arriver à faire. Moi, je ne peux pas attendre 33 ans de plus. Donc, on était d'accord pour dire que c'était maintenant ou jamais. Mais qu'on ait eu le besoin, en pleine IA, alors que ça se développait, qu'on se rendait compte que ça n'allait pas, ce que je disais tout à l'heure, ça n'allait pas régler les problèmes. Ça ne permettrait pas de savoir. Ça ne permettrait pas d'avoir cette information d'emblée sur les questions juridiques. Et d'ailleurs, à la Cour de cassation, ils sont très intéressés parce que eux, c'est les affaires qui entrent. Et du coup, ça leur permet de savoir, d'abord d'avoir des spécialités qui sont plus fines que ce qu'il y a habituellement, et puis surtout de comparer avec, là aussi, ce qu'il y a devant les juridictions du fond. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Par exemple, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps, c'est avec la Chambre sociale, elle dit, voilà, nous, ce qu'on voit devant les juridictions, ce que vous allez voir arriver, c'est des questions d'expertise, on voit gonfler le contentieux d'expertise, ce n'est pas les prud'hommes, c'est les TJ. Oui, il dit, oui, c'est vrai, c'est intéressant, parce qu'on va commencer à en voir arriver. Donc en fait, il y a toute une chaîne sur les questions juridiques qui émergent et qu'on trouve déjà dès l'entrée, d'abord dans les juridictions du fond, et puis surtout dès l'entrée devant la Cour de cassation. Comme entre le moment où les mémoires sont déposées et le moment où les affaires sont distribuées, il y a du temps, on code l'affaire, et là, ça permet d'anticiper, ça permet de faire des traitements, d'avoir l'équivalent de ce qu'on a quand on traite la nomenclature des affaires. Donc on a mis plus de 30 ans pour arriver à l'achever. Voilà, et c'est ça, le dernier travail de la Cour de cassation, c'était ça. Mais c'était pareil, une demande.
Une demande. Ce n'est pas nous qui avons proposé. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la place de la sociologie du droit en France, à la fois dans l'enseignement, dans la recherche? Vous avez eu des cours de sociologie du droit? Non. Non, d'accord. Alors, vous avez manqué parce qu'effectivement, moi, je faisais un petit cours dans le master de Loïc Cadier, théorie et pratique du procès, mais on ne l'enseigne pas. Et en réalité, je ne suis pas sûre, je ne plaiderai pas pour qu'on l'enseigne, en réalité. Je pense que ce qu'il faut, c'est aller au cœur des enseignements primaires. Tout à l'heure, on discutait des accidents corporels de la circulation. On va dire, quand on a une partie sur la responsabilité, qu'on travaille sur cette partie-là, c'est là que les données doivent être mobilisées et que ça fasse partie de l'enseignement. Pas quelque chose qui soit à côté et qu'on demande à un sociologue de venir donner le point de vue du sociologue. Donc la dynamique, on a tout ce qu'il faut pour faire un enseignement plus dynamique. C'est ce qu'on faisait, je crois d'ailleurs à Saint-Étienne. On faisait des enseignements dynamiques en mobilisant des règles. Donc la sociologie du droit, à mon avis, compte tenu de notre culture juridique, elle ne fonctionnera que si on ne dit pas que ça en est. Si on commence à dire que c'est de la sociologie du droit, c'est pas du droit, c'est de la sociologie. Le nombre de fois où j'ai entendu ça pour critiquer une thèse, c'est pas du droit, c'est de la sociologie. C'est-à-dire, donc, c'est pas pour nous, donc, c'est pas quelque chose qui doit être reconnu pour qualification CNU. Donc, c'est vraiment la phrase qui tue, quoi. Donc, il faut arriver à oublier de dire ça en est. Non, juste, on enseigne du droit. On a le droit des contrats, on a le droit de la responsabilité. Et bien, dans chacun des droits, à chaque fois, la dimension d'action. Et le procès étant simplement une visibilité des registres d'action. Mais il y a d'autres outils qui permettent aussi de prendre des mesures justement sur les transactions. On arrive à avoir des données de toute nature, mais obligé à poser la question de manière dynamique. Ça, c'est la sociologie du droit à direction des facultés de droit. Et là, je retrouve, pour le coup, c'est Durkheim. Alors, du côté des sociologues, là, je suis plus perplexe parce que j'arrive pas à voir. J'ai un peu perdu. Je ne sais plus très bien ce qui s'y enseigne, en fait. Mais je pense que Durkheim avait raison. C'est quand même plus facile de mettre de la dynamique dans le droit, dans les facultés de droit, que de mettre du droit dans les filières de sociologie. C'est un peu mon expérience en psychologie sociale, où ça a intéressé tout le monde, mais c'est vrai que je pense que c'était moins simple à faire. Donc je considère qu'il ne peut pas y avoir... Ou alors on dit on crée une section sociologie du droit. Ce serait absurde. Au CNU. Moi, je pense en plus que ce ne serait pas une bonne idée. C'est vraiment pas comme ça que les choses vont se passer. C'est avoir une vision moins dogmatico-doctrinale du droit, en disant le droit, c'est une entrée extraordinaire dans les relations sociales, économiques, politiques aussi, de tout ce qu'on veut. C'est sous-exploité, en fait. Donc, c'est en ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas de place. Je ne suis pas sûre que de le regretter. Mais on retrouve dans ce que vous dites sur la nécessité d'ajouter la sociologie du droit, un peu ce que vous disiez sur la nécessité d'ajouter la procédure au droit substantiel. Exactement. En fait, sur votre position d'augmenter la connaissance du droit. C'est exactement ça. Je dis, alors ma formule habituelle, c'est de dire un peu de droit nous éloigne de la sociologie, mais beaucoup de droit nous y ramène. C'est-à-dire qu'il faut élargir le périmètre des règles qu'on enseigne, et aussi d'ailleurs des sources. C'est intéressant quand je veux dire, tous les textes sur lesquels on travaille, ils sont passés par des filières qui sont visibles. Qu'est-ce qui nous empêche de lire justement les propositions de loi, les projets de loi, les études d'impact? Qu'attend-on d'une réforme? C'est tous les débats de 2017 autour de l'encadrement, par exemple, des indemnités prud'homales. Ça devrait faire partie de l'enseignement. En droit du travail, on devrait l'intégrer en source, voilà, et surtout que tout est accessible maintenant. On n'a aucun problème pour lire les études d'impact, sauf que personne ne les lit. Est-ce qu'en procédure, ça vous est arrivé d'aller... Oui? Ah, c'est très bien. Alors là, bravo. Je vous mets une bonne note.
Là, vous avez cette continuité aussi à vous écouter, les moyens de production du discours et du droit. Oui. En fait, à chaque fois, vous revenez sur l'accessibilité, ou alors il faut rendre accessible une connaissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez consciemment Ça travaillé oui, avec vous? ça oui. Par exemple, ben, vous pouvez le voir dans l'article que j'avais fait sur Jurica, plaidoyer pour l'exhaustivité des bases de données. On a dit, bon, il faut qu'on sorte des arrêts. Là, on était sur les bases de décision, on n'était pas sur les stats. Hein. Et dit, bon, ben là, il faut arrêter de sélectionner parce qu'on est incapable d'avoir les décisions qui sont passées. Et là, j'ai écrit un article dans Dalloz, plaidoyer pour l'exhaustivité des bases de données. Et je me suis battue pour qu'on puisse y accéder pour la recherche. Donc, la première convention Jurica, elle a été signée à Nanterre, où j'étais en poste, en grande pompe. Enfin, elle n'était pas signée à Nanterre, mais avec la présidente de Nanterre, on était à la Cour de cassation, avec du champagne, pour dire on signe la première convention d'accès à Jurica. Pourquoi c'était un problème? Parce que tout bêtement, c'était pas anonymisé et c'était du brut de décoffre. Donc c'était pas ouvert au public. Et encore maintenant, Jurica n'est pas ouvert au public en tant que non anonymisé. Voilà, c'est des choses que j'ai traitées dans un petit truc. Donc c'est effectivement se battre pour l'accessibilité, parce que c'est beaucoup plus facile de dire à un étudiant, je vous donne le lien et vous allez trouver ça là, que de dire, bon, alors vous allez faire une enquête pour essayer de trouver les textes. Non, je veux dire, c'est beaucoup. On a tout ce qu'il faut. On peut faire l'histoire des textes aussi, c'est extraordinaire. Légifrance, c'est extraordinaire pour ça. Alors bon, il y a aussi les très vieux textes qui ne sont pas dans Légifrance, mais ça se constitue une bibliothèque perso. Mais en tout cas, oui, cette question de l'accessibilité permet de monter le niveau d'exigence, en fait. Enfin, d'intégrer les moyens de comprendre. Voilà. Et même dans les commentaires, moi je suis toujours étonnée quand on commente des projets de loi ou des propositions. Moi je me prends un exemple. Bruno Le Maire dit qu'il va falloir réduire le délai de prescription pour saisir après rupture du contrat de travail, on va le réduire à 2 mois. Ouais. Alors pourquoi? Ah ben parce que dans les autres pays, c'est 2 mois. Oui. Et encore? Pas un mot pour dire qu'on a un effondrement du contentieux prud'homal. Et que si on continue comme ça, ce délai de 2 mois, ça fait qu'il y aura encore moins d'affaires et on aura encore plus de gens qui ont les moyens, donc la gentrification qu'on a pu observer. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une manière de réfléchir et de discuter. Hein, parce qu'on vous donne les raisons de légiférer, les raisons de changer une règle. Enfin, chez les juristes, positivistes, le problème, c'est que les règles changent tout le temps, ce qu'on disait. C'est pas un scoop. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se donner les moyens de savoir ce qu'on fait changer comme règle et pourquoi. Moi, je travaillais beaucoup sur le RSA avec un collègue statisticien, l'ancien centre d'études de l'emploi, Bernard Gomel, et Dominique Méda aussi. On a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et on voit toutes ces règles, l'évolution de ces règles, la prime d'activité qui s'émancipe, tous ces mécanismes-là. On a des données et on voit ce que ces règles font. Mais elles font à un niveau macroéconomique. Hein. Donc là, il faut faire des règles. D'ailleurs, là-dessus, moi, je sais que, je veux dire, ça en fait un travail strictement juridique hein, pour voir comment ces textes s'empilent et quels effets ils ont sur l'organisation générale. Donc les juristes sont des correspondants précieux pour tous les aspects de la vie en société. Mais encore faut-il qu'ils mobilisent davantage qu'ils ne le font des compétences latentes, parce que ce n'est pas si difficile que ça à acquérir quand on a la structure des règles en tête. Je pense qu'en gros, on peut y arriver. Mais c'est vrai que, voilà, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que ça avance vite. Mais en vous écoutant, je me dis que votre sociologie du droit, si je puis dire, elle n'est pas véritablement interdisciplinaire. C'est du droit de part en part. Et vous m'avez dévoilé, bien sûr. C'est accroître les modes de connaissance. Oui. Mais ça reste du droit. Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien toute l'histoire. La sociologie du droit, elle n'est pas interdisciplinaire. Ce que je dis toujours, il faut faire plus de droit pour faire de la sociologie du droit. C'est ma formule clé. Hein. Mais peut-être la seule chose qui serait interdisciplinaire, c'est les outils.
c'est-à-dire savoir travailler sur les données, les sources statistiques, savoir faire des traitements de données, que ce soit textuels ou autres. Ça devrait pouvoir se faire aussi dans les facultés de droit. Hein. Je veux dire, je ne vois pas ce qui est l'obstacle, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que ce qui manque, c'est de prendre le droit dans toute sa plénitude, pas au sens de Gurvitch, hein, parce que la plénitude du droit de Gurvitch, c'est tous les ordres, voilà, il y a tous les droits qui sont étagés, voilà, on l'oublie, mais dans une ampleur, et notamment le rôle des règles de procédure, parce qu'elles ont des effets souvent inattendus. Moi, je pense effectivement au décret de 2016 en matière d'actes de saisine des prud'hommes. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais ça peut donner des résultats complètement inattendus et contre-productifs. Donc il faut être sensible à ça, de se dire que voilà. Et puis tout bêtement, hein, je veux dire, la formalisation, la fameuse affaire Lucas contre France, ça avait l'air comme ça d'être simple, et puis non, ça va jusque devant la Cour européenne. Parce qu'effectivement, on est allé un peu fort en matière de formalisme. Donc toutes ces questions-là, moi je ne vois guère qu'avec des juristes, finalement, au sens qui ont fait un cursus d'études suffisamment complet en droit pour savoir de quoi on parle. Parce que c'est un peu ça le problème.